Comme c'est un peu la vague de l'IA, tous les VC, tous les business angels ont envie d'investir dedans. Et les start-upers shootent 1000 decks un peu sans vraiment préqualifier les investisseurs qui choisissent. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle importance dans le choix des investisseurs? Mais ça, c'est mon tempérament. Je me méfie toujours des valorisations que l'on donne. Un, sur lesquelles on se base, et deux, sur lesquelles on publie. Parce que c'est souvent un problème d'ego. Concrètement, comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui a vraiment fait la différence qui fait que les restaurateurs étaient beaucoup plus aptes à vous rejoindre? Fire slow, fire fast. Dans les critères de succès, en tous les cas dans les KPI que n'importe quel chef d'entreprise doit regarder, même je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le cash. Le cash, c'est notre pétrole qui vient d'Iran. Le cash, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de payer tes fournisseurs, c'est ce qui permet de payer tes collaborateurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Genius Talks ESSEC. Juste avant de commencer, Genius Talks ESSEC, c'est le podcast officiel donc de Genius ESSEC, l'association d'entrepreneuriat, branche de la fédération Genius, plus grande fédération d'étudiants entrepreneurs en France. Ce podcast, il est lancé avec le soutien d'ESSEC Alumni dans le cadre de son appel à projet Asso Réseau afin de connecter les étudiants qui souhaitent ou qui ont déjà créé leur startup avec des alumni ESSEC qui, eux, ont déjà construit quelque chose de grand afin qu'ils puissent vous partager leurs expériences, leurs erreurs et surtout leurs leçons. Le podcast sera disponible en format long, en vidéo sur YouTube et en podcast sonore sur les plateformes Spotify et Apple Podcast. Et par la suite, nous organisons également un échange en petite communauté autour d'un déjeuner ou d'un dîner où quelques heureux élus auront l'opportunité d'échanger directement avec nos invités. J'en profite également pour remercier bien sûr nos partenaires et sponsors, donc ESSEC Alumni, pour leur soutien et leur confiance dans ce projet. Merci d'avoir cru en nous et de permettre de créer ce lien entre étudiants et alumni entrepreneurs. Merci également à ESSEC Ventures, donc l'incubateur de start-up de l'ESSEC, qui nous aide grandement pour tout ce qui est mise en relation avec nos invités. Et évidemment, un grand merci à nos sponsors, Asset Investment, société d'investissement basée à Paris, qui est spécialisée dans les actions cotées de grande capitalisation, principalement aux États-Unis, avec une approche macroéconomique et géopolitique de long terme. Également Solutions CEO, qui est une plateforme qui donne aux dirigeants de PME un accès permanent à plus de 190 dirigeants d'exception issus des plus hautes fonctions de grandes entreprises internationales et qui peuvent donc être sollicités en illimité sur tous les sujets, aussi bien stratégiques qu'opérationnels, dans un format vraiment très simple, direct et sans contrainte. Et enfin, OnePoint, qui est donc un groupe international de conseil et de tech spécialisé dans la transformation numérique pour les entreprises et les acteurs publics. Sans plus tarder, je pense que je vais vous laisser avec le premier épisode. Bonne écoute et bon visionnage. Donc pour ce premier épisode, on commence très très fort. Je suis très bien accompagné aujourd'hui. Je suis avec Patrick d'Alsace. Déjà, comment vas-tu, Patrick? Très bien, merci André. Super. Donc ça me fait très plaisir déjà de t'avoir sur le plateau de Genius Talks pour ce premier épisode. J'ai plein de questions à te poser. Sacré parcours assez atypique, rempli de rebondissements aussi, mais vous allez voir ça juste après. Donc juste avant ça, je vais te présenter rapidement. Donc Patrick d'Alsace, donc tu es originaire de Mâcon, dans la Saône-et-Loire. Donc en 1999, tu es donc diplômé du programme EPSI, donc aujourd'hui connu sous le nom du Global BBA de l'ESSEC. Et donc à 25 ans, à la sortie justement de l'ESSEC, sans jamais avoir connu le salariat en fait, tu cofondes ta première boîte, JTech France, donc distributeur de beepers sans fil pour la restauration et l'hôtellerie, qui deviendra par la suite Alvoco, distributeur exclusif de ces produits JTech et Salcom, leaders mondiaux du secteur. Et donc voilà, parmi tes clients, on comptera des grands palaces tels que le Ritz, le Georges V, mais aussi des grands groupes mondiaux comme par exemple Accor, Carrefour ou encore Air France. Mais par contre, rapidement après, tu t'ennuies justement avec JTech et en parallèle, tu décides de lancer plusieurs projets e-commerce avec différents produits. Il n'y a pas grand-chose qui décolle. Et donc en 2006, suite à un échange avec l'ancien directeur Europe de Yahoo, tu décides de développer une technologie de réservation en ligne pour les restaurants que tu nommes MyFourchette. Et donc en 2007, avec tes deux associés, tu lances officiellement La Fourchette, la première plateforme de réservation de restaurants en ligne en France. En 2009, tu ouvres le service au grand public avec lafourchette.com et avant de franchir une nouvelle étape en 2011 avec le développement de l'application pour iPhone. Et donc, rapidement, lafourchette.com justement devient leader français de la réservation en restauration en 2011. Et tu collabores aussi bien avec des restaurateurs indépendants, mais aussi des grands chefs, comme par exemple Hélène Darroze ou Joël Robuchon, ou encore des grands groupes comme Le Nôtre ou Ducasse.
Et tu lèves surtout en fait 12 millions d'euros auprès de plusieurs fonds d'investissement, notamment Serena Capital, Partech International et Otium, donc le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Sterrin, fondateur de Smartbox. Et en 2014, donc, tu vas vendre la fourchette au grand groupe américain TripAdvisor pour donc 150 millions de dollars, donc environ 110 millions d'euros, qui se renommera donc The Fork en 2020, tel qu'on le connaît en fait aujourd'hui, et donc l'un des exits pardon, les plus marquants de la French Tech en fait de l'époque. Et donc aujourd'hui, tu es angel investor, tu accompagnes aussi donc des jeunes entrepreneurs, et en parallèle, tu as ton propre bar brasserie, le Campatella, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Et donc je pense que voilà, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement ton parcours au côté entrepreneurial, c'est aussi, je pense, ta vision de la vie, ta soif du travail, ta capacité un peu à évoluer, à pivoter. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais voilà, qu'on puisse raconter un peu l'envers de ce décor, de cette aventure en fait assez folle. Donc déjà, bienvenue Patrick sur Genius Talks ESSEC. Merci André. Alors d'abord, c'est une introduction qui est très flatteuse. Et en t'écoutant, ça m'amuse beaucoup parce que tu as l'impression que JTech, c'était une énorme société. En réalité, JTech, c'était microscopique. On importait effectivement des beepers d'une société américaine qui s'appelait à l'époque JTech. Et nous, on distribuait ces beepers-là. Donc on avait de temps en temps des clients qui s'appelaient Accor, de temps en temps des hôtels qui étaient prestigieux, beaucoup d'indépendants. Et en te parlant, j'ai une anecdote qui me revient sur Accor. Je me souviens que j'avais eu le contact du directeur des achats et j'étais tout content d'essayer d'aller lui vendre mes beepers. Et c'était au moment du passage du franc à l'euro. Et une de ses premières questions, c'était quel chiffre d'affaires réalisez-vous? Alors à l'époque, on devait faire 1,2 million de francs. Donc tu penses bien que j'étais extrêmement fier et j'avais bien senti le piège. Alors je lui dis, on fait 1,2 million. Alors le type note 1,2 million et puis il revient après ça sur la question. Il dit, mais en fait, c'était en francs ou en euros? Et à partir du moment où je lui dis, bon, bah, c'était en francs, il m'a dit, ok, donc ça fait à peu près 150 000, 200 000 euros. Je lui dis oui. Bon, j'en ai plus entendu parler après. Ils n'ont pas fait affaire avec nous à ce moment-là, notamment parce qu'il s'est dit, ils sont trop petits pour pouvoir nous accompagner un peu partout. Ils avaient certainement raison. Très belle Voilà. anecdote. Bon, bah, très intéressant. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres anecdotes dans ce podcast. Donc JTech, clairement, c'est une boîte que tu as créée justement juste après ton diplôme en fait de l'ESSEC. Peut-être juste pour revenir rapidement quand même sur donc l'EPSI. Donc toi, tu es EPSI 1999. Donc finalement, c'est la même formation en fait que moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'avait déjà amené en fait à faire l'ESSEC à l'époque? Quel était peut-être ton objectif en entrant dans cette école de commerce? Alors déjà, je ne sais pas si c'est la même formation, mais quand je vous regarde, je vous trouve extrêmement brillant. On a un peu discuté tout à l'heure. Et je vous trouve beaucoup plus brillant que moi, je ne l'étais à cette époque-là. En tous les cas, je vous trouve beaucoup plus ouvert sur le monde et beaucoup plus conscient des avantages technologiques qui sont les vôtres aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Et on se dit, on peut avoir une foi inébranlable en l'avenir quand on voit des jeunes comme vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que je suis entré à l'EPSI? Parce que, bon, d'abord, le lycée était très compliqué. Il m'a fallu 5 ans. Normalement, je crois que c'est en 3 ans. Hein. Donc moi, c'était 5 ans pour le lycée. Et j'avais un de mes cousins qui avait fait partie des premières promotions de l'EPSI. Et puis mes parents m'ont dit, tiens, tu devrais tenter cette école, tenter ce concours. Et donc c'est le seul concours et la seule école que j'ai tenté. Et j'ai été pris. J'ai été pris. Je pense que je ne devais pas être très très bien classé à la fin des écrits, mais j'ai été pris aux oraux. Et j'ai été assez bon aux oraux. Sauf, je crois qu'il y avait un oral d'espagnol. Je crois que j'ai dû avoir une note comme 5,5. La honte. Et finalement, j'ai intégré l'EPSI. Et je me souviens très bien de cette anecdote-là. C'est que je suis allé voir mon père et je lui ai dit, écoute, j'intègre une école de commerce international. Je suis nul en espagnol. Ça n'est pas acceptable. Il faut que j'apprenne l'espagnol. Et là, il m'a dit, bah voilà, tu as les clés de la voiture. Il y a des gens qui t'attendent en Espagne, à Séville. Et donc, j'ai traversé toute la France, puis toute l'Espagne. Et je suis allé travailler dans les champs comme ça en Espagne. Et je dois dire que j'étais bien meilleur en espagnol à la fin de l'été pour attaquer la rentrée. Voilà. Ok, donc déjà je pense que ça en dit long sur la personne que tu es, mais ça on va encore une fois y revenir tout à l'heure également. Et donc cette idée d'entreprendre peut-être, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à l'esprit assez rapidement pendant ton parcours à l'ESSEC, pendant ton cursus, ou également plutôt justement à la sortie? Alors, moi, je suis un entrepreneur par défaut.
C'est-à-dire que j'ai entrepris parce que personne n'a voulu m'embaucher. Tu as des gens qui sont doués ou qui arrivent à se fondre dans les entretiens pour les entreprises. Moi, je me souviens que j'ai envoyé beaucoup de CV après les psys et je mettais sur mon mur dans ma chambre les réponses négatives. Je trouvais que c'était extrêmement frustrant de recevoir une réponse négative de quelqu'un qui n'avait pas pris le temps de te recevoir. Et puis un jour, j'ai un de mes camarades de promotion qui m'a dit, tiens, j'ai ce contrat-là, il faut développer la boîte, est-ce que tu veux qu'on s'associe? Et on s'est associés et c'est comme ça qu'on a créé JTech France. Ok. Voilà. Et JTech, si je me rappelle bien, justement, ton associé, il n'avait pas fait l'ESSEC, hein, il avait fait HEC, c'est ça? Non, mon tout premier associé, il a fait l'EPSI, il était dans la même promotion que moi et il est parti aux États-Unis pendant 1 an en même temps que moi. Ok, très bien. Et ok, donc justement, alors, j'aimerais bien continuer sur l'anecdote que tu mentionnais tout à l'heure. La dernière fois qu'on avait échangé, toi, tu te décris comme justement un besogneux. C'est un adjectif que tu utilises Ouais, beaucoup. bon, c'est pas très flatteur, je dirais plutôt un travailleur acharné. Un travail acharné. Et Moi, justement, tu parles beaucoup voilà, de toute cette résilience, de cette capacité à beaucoup travailler sans relâche. Et est-ce que déjà tu penses que ça, c'est justement un des traits peut-être, ou peut-être le trait le plus important pour des entrepreneurs? en ce qui me concerne, oui. Je pense qu'il n'y a pas de succès ou de réussite s'il n'y a pas énormément de travail. Mais, mais, mais énormément de travail. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens qui parlent de retraite quand ils ont 30 ans ou qui se plaignent de trop travailler. Je veux dire, moi, j'adore ce que je fais. Donc, mon drame, c'est de ne pas travailler. Après, je pense que les gens qui sont très intelligents, ils sont par essence paresseux, et ceux-là, ils réussissent, ça se trouve, beaucoup mieux parce qu'ils arrivent à mieux organiser leur temps et à garder du temps pour eux pour faire autre chose. Moi, ma passion, c'est le travail. Donc, j'aime travailler. Et je pense que ça reste quand même, aujourd'hui, un des facteurs de réussite. Si tu as l'occasion d'interviewer d'autres entrepreneurs, je pense qu'ils ont tous une grosse capacité de travail. Ouais, très clair. Et on peut peut-être finir sur JTech déjà. euh, Justement sur cette idée en fait de beeper, est-ce que c'était quelque chose d'innovant peut-être à l'époque? Comment t'es tombé dessus? C'était peut-être pas ton domaine d'expertise initiale? Non, mais alors c'est un produit que tu découvres. D'abord, c'était un produit américain. Donc, à chaque fois que tu allais dans un restaurant aux États-Unis, et je pense que c'est toujours comme ça d'ailleurs que ça fonctionne, souvent, t'as quand même, tu arrives sans réserver et puis tu as un espace d'attente. Donc, on te dit aller au bar. Et là, à ce moment-là, on te remet un beeper ou un pager en américain, enfin un beeper, et on te dit allez au bar, attendez, donc commencez à consommer, et dès que votre table est prête, on vous appelle. Et donc, il y avait 2 types de beepers. Il y avait les beepers pour gérer l'attente des clients et il y avait les beepers pour prévenir lorsque le plat était prêt en cuisine. Plutôt que d'entendre une cloche, la ding-ding, tu sais, qui appelle un garçon, eh bien, tu mets un vibreur, un beeper à la ceinture du serveur. Et lorsque le plat est prêt, le chef appuie sur une console qui est en cuisine. Ça envoie une vibration, c'est discret, ça ne dérange personne. Et le serveur va en cuisine chercher son plat. Et donc, nous, on a récupéré la distribution exclusive de ces produits-là pour le marché français. Et puis, à un moment, il a bien fallu honorer le contrat que nous avions. Et donc, j'ai créé cette société. Et puis, j'ai commencé à prospecter. Alors, ça va vous paraître, c'est vraiment le temps des dinosaures. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de téléphones portables. Il y avait surtout les pages jaunes. Alors, les pages jaunes, c'était un gros livre dans lequel toutes les entreprises étaient référencées. Et j'avais une ligne de téléphone fixe. Je passais mon temps à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du cold call, à appeler des restaurateurs et ou des hôteliers pour leur proposer nos beepers. Encore une fois, je pense que voilà, là, le cold call typiquement, ça, Ah ouais, ça demande j'en ai fait beaucoup, beaucoup. ça J'en ai fait demande beaucoup. beaucoup de résilience, surtout à Ouais, cette c'est vrai. époque-là. On n'a pas les outils malheureusement qu'on a aujourd'hui qui peuvent appeler des gens, toute une liste directement. Il fallait tout saisir à la main, etc. Donc, Oui, alors c'est drôle ce que tu dis parce que tu vois, aujourd'hui, je reçois beaucoup d'appels sur mon téléphone portable et tu vois tout de suite, même si ça s'améliore, que ce sont des robots. Bon, bah, mon premier réflexe, c'est de raccrocher. Et je pense que le cold call, qui est très difficile parce qu'effectivement, il faut accepter que les gens vous raccrochent au nez ou vous disent non. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait même plus simple qu'avant puisque les gens sont tellement démarchés par des robots que si c'est un humain qui leur parle, ils seraient peut-être ravis d'entendre ce commercial. très très clair. Et, euh, et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait,
Alors que JTech tourne toujours et tourne très bien, en fait, tu décides de quand même tenter des nouvelles choses. Pourquoi et qu'est-ce que tu as essayé d'entreprendre justement? Non, il faut arrêter tout ça, ça suit une certaine narration, une certaine chronologie. Donc, j'ai cette boîte, JTech, je suis l'associé unique de cette entreprise qui s'appelle JTech et j'ai un très bon ami, Marc, polytechnicien, qui me dit, écoute, mon frère Bertrand, qui a fait HEC, vient de planter sa boîte, c'est un entrepreneur, il faut que tu le rencontres. Je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je rencontre Bertrand et je lui pose très peu de questions, dont une qui m'a marqué. Je lui dis, est-ce que tu es cher? Il me dit non. Je lui dis, bon, c'est très bien, rendez-vous lundi au bureau et on trouvera bien quelque chose à faire. Et on s'est très bien entendu et on a commencé à travailler et à développer JTech. Donc on avait effectivement des solutions qui devenaient de plus en plus évoluées, qui apportaient plus de valeur ajoutée et ça, c'était très bien. Le problème d'une société comme JTech, c'est que, et ça, tous les investisseurs te le diront, il n'y a pas de recurring business. Il n'y a qu'une fois que tu as vendu ton beeper, et c'est vrai qu'on avait des beepers de qualité, on avait peu de chances de rééquiper ce client-là. Donc, tous les mois, il fallait recommencer et prospecter à nouveau. En réalité, c'est sans fin. C'est sans fin. Et donc, avec Bertrand, à ce moment-là, il s'est passé plusieurs choses. On a commencé à réfléchir à des idées de business récurrents. Et dans le même temps, j'avais négocié pour le marché français la distribution d'un logiciel, ce que nous on appelle dans notre jargon un TMS, un Table Management System, qui venait d'Australie, qui s'appelait RESPAC, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on avait la licence de ce logiciel, mais une fois de plus, c'était un logiciel de dinosaure, c'était un logiciel client-serveur, il fallait acheter des licences, tout était en anglais, c'était très dur, c'était très lourd, mais parce qu'il y avait un restaurateur français qui avait décidé de le mettre dans ses restaurants, et donc il fallait qu'il y ait un prestataire de service qui puisse lui installer. Et finalement, là, j'ai expliqué, j'ai dit à Bertrand, écoute Bertrand, parce qu'on faisait beaucoup d'affaires avec les Anglais qui étaient des partenaires, mais qui nous avaient un peu chanté dans notre relation avec notre fournisseur américain. Donc, les Américains avaient dit, si vous voulez acheter des beepers, maintenant, il faut passer par les Anglais. Enfin, vous connaissez la version des Français et des Anglais. Donc, j'avais dit à Bertrand, écoute Bertrand, tu vois, l'Angleterre, c'est une petite île à côté de la France. Et on n'a que des problèmes avec eux. L'Australie, c'est une très grande île très loin de la France. Et je pense qu'on aura aussi des problèmes avec RESPAC. Et de fil en aiguille, les problèmes sont arrivés. Et donc, on s'est dit avec Bertrand, eh bien, on va arrêter toutes ces idées farfelues et on va développer notre propre outil. Et à l'époque, on pensait vraiment qu'on était innovants, qu'on était vraiment des génies, alors que ça n'avait rien à voir. Et on a la force, en tous les cas, de La Fourchette, puisque c'est le projet qui a abouti, c'est qu'on a tout de suite créé une solution full web. Mais il faut se remettre en 2005-2006. Et en 2005-2006, il y avait très peu de restaurateurs qui étaient équipés d'Internet et on n'avait pas du tout les prix qu'on a aujourd'hui en plus. Donc ça, c'était un problème qu'on n'avait pas envisagé quand on avait lancé, parce que nous, on était dans notre bureau, on avait toujours une connexion Internet, et on s'est dit, tiens, tout le monde a une connexion Internet, et ce n'était pas tout à fait le cas. Voilà. Ok, super. Et donc tu lances donc bien sûr La Fourchette avec Bertrand. Bertrand et Denis. Et Denis déjà à ce moment-là. Et Denis, parce que donc, Bertrand et moi, on a la connaissance métier, d'accord? C'est ce que tu racontes dans ton introduction quand on croise Denis Jamet, qui nous dit, moi, j'ai appris qu'une seule chose dans ma vie professionnelle, c'est que ton domaine de compétences est le mètre carré de connaissances qui est sur ton bureau. Bon, et à l'époque, moi, sur mon bureau, c'était le bazar et il n'y avait que des magazines qui étaient liés à la restauration et l'hôtellerie, puisque c'était le secteur dans lequel on vendait principalement nos beepers. Et donc, là, il nous dit avec Bertrand, Denis nous dit, ça ne veut pas dire que les idées farfelues que vous avez ne vont pas marcher. Il nous a juste dit, ça va prendre plus de temps. Et l'avantage que vous avez sur le marché de la restauration et de l'hôtellerie, c'est que vous connaissez ce secteur, vous en connaissez les codes, vous en connaissez les acteurs. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de disrupter ce marché. Il faut trouver une solution. C'est là qu'on pense à La Fourchette. Donc, Bertrand et moi, on connaissait bien l'écosystème de la restauration et de l'hôtellerie. Il nous manquait la partie technique. Et c'est là où Bertrand dit, mais j'avais rencontré quelqu'un dans mon ancienne vie professionnelle qui s'appelle Denis Fayolle, et on a intégré Denis avec nous, et c'est comme ça qu'on a, après ça, créé La Fourchette. Ok. Et donc concrètement, quand vous lancez ça, c'est quand même une innovation, en tout cas en France. Ouais. Comment est-ce que
Comment est-ce que les restaurants perçoivent cette idée? Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre vos premiers clients? Bah, c'est toujours très compliqué. D'abord, il faut bien comprendre, tous les entrepreneurs qui se lancent le savent, quand tu as une idée, tu n'es pas le seul à avoir cette idée à ce moment-là. Tu as un ensemble de signaux faibles, forts, qui font que il y a peut-être 10 sociétés ou 15 qui vont se lancer sur le même secteur que toi, sur le même créneau que toi, au même moment que toi. Et donc la différence, elle va se faire et sur la qualité de ton produit et sur l'exécution de ta feuille de route. Et aussi sur le financement, mais on aura l'occasion d'en revenir. Et donc, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'une mauvaise idée bien exécutée vaudra toujours mieux qu'une bonne idée mal exécutée. Et il faut essayer de réunir la bonne idée avec la bonne exécution. Et donc, quand on lance la fourchette, bah, c'est toujours pareil. Tu as des restaurateurs qui sont des early adopters, donc ceux-là, tu en as très très peu. Et puis après ça, tu as un travail de fond qui est terrible. Et ça me fait rire parce qu'hier, je regardais comme tout le monde, enfin, je regarde une vidéo Instagram d'un jeune qui a 25 ans, qui était déjà un serial entrepreneur. Enfin bon, et il expliquait qu'il avait essayé de lancer plusieurs business. Il parle de la restauration. J'ai essayé de lancer un business dans la restauration. Et il dit, bon, les restaurateurs, ils n'ont pas d'argent, tu perds ton temps, écrase ce secteur-là. Et c'est vrai que la force et l'inconvénient, mais la force de la restauration française, c'est que c'est une multitude d'indépendants. Et c'est ce qui fait qu'on a une restauration à la fois hétéroclite et de qualité, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants. Et la faiblesse, c'est que ce sont des indépendants. Et donc, pour en capter 10, eh ben, il faut que tu ailles en voir 10. Tu vois, tu peux pas faire l'impasse sur un, donc tu es obligé d'aller tous les voir. Et ça, c'était un travail colossal, et c'était un travail d'évangélisation qui finalement a porté ses fruits. Pardon. Justement, pour poursuivre sur ça, de 2007 à 2009, justement, c'est un peu la période. J'avais vu une de tes interviews, je crois en 2014, justement, où tu parles, non, pardon, un peu plus tôt, où tu parles justement d'un encéphalogramme plat. Donc tu Ouais. dis justement que c'était vraiment 2 ans, entre guillemets, un peu dans la galère, en fait, hein. C'était très compliqué d'avancer. Concrètement, je pense déjà dans ce genre de situation, et je pense que c'est un peu l'étape de réalisation où tous les entrepreneurs se disent: Ah, en fait, mon idée n'était peut-être pas aussi bonne. Comment tu fais pour pas abandonner à ce moment-là? Comment tu fais pour continuer? Est-ce que tu avais une vision en particulier que tu avais déjà à ce moment-là? Alors, il faut bien comprendre que nous, la fourchette, on regarde ce qui se fait aux États-Unis à ce moment-là. Et aux États-Unis, tu as un acteur qui s'appelle OpenTable. OpenTable, pour nous, c'est exceptionnel. C'est un logiciel. Donc, en client-serveur, c'est très lourd. C'est pas du tout notre ADN technique, mais c'est probablement notre ADN intellectuel. C'est-à-dire qu'ils ont ce logiciel qui fonctionne très, très bien, qui est vraiment leader sur le marché nord-américain. Et en plus, il y a des réservations par Internet qui peuvent venir directement s'incrémenter dans le livre de réservation. Et donc, nous, on décide de faire un open table à la française qu'on va appeler la fourchette. La fourchette, il y a 2 briques principalement. Tu as le logiciel qu'on a appelé après MyFourchette, donc qui est le logiciel de gestion de réservation qui permet de prendre toutes les réservations, qu'elles viennent du téléphone et qu'elles viennent d'Internet. Et puis après ça, tu as les réservations en ligne qui viennent soit du portail La Fourchette, soit de ton site Internet ou d'un prestataire comme Google et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que dès le départ, on installait notre logiciel de gestion de réservation dans les restaurants. Et dès le départ, on avait les réservations en ligne qui étaient sur un portail qui s'appelait La Fourchette et qui étaient également présents sur leur site. Mais il n'y avait pas de trafic, il n'y avait rien. Et donc, il y avait très peu de gens qui réservaient, même si tout le monde comprenait l'utilité de pouvoir réserver un restaurant en ligne. C'est un des arguments que j'utilisais souvent, en disant finalement, on peut réserver un billet de théâtre, une place de cinéma, un billet de train, un billet d'avion par Internet, mais on ne peut pas réserver au restaurant par Internet. Ça va même plus loin que ça, c'est que si moi, je veux réserver dans votre restaurant, je suis dépendant du fait qu'il y ait une personne qui décroche chez vous. Mais si je veux réserver à minuit quand je rentre du boulot ou dans la nuit parce que j'arrive pas à dormir, je peux pas le faire. Je suis obligé d'attendre le lendemain. Je suis obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui décroche. Et finalement, vous passez à côté de réservations de gens qui pourraient venir chez vous. Voilà. Puis après ça, tu en as un, tu en as deux, tu en as trois. Et puis tu peux en avoir beaucoup et ça suffit pas. Il faut trouver quelque chose en plus. Et je pense aussi l'un des éléments différenciants dont on avait parlé aussi la dernière fois qu'on avait échangé,
c'est que tu avais aussi des concurrents sur le marché en fait qui proposaient un peu des fausses promesses en leur disant qu'ils allaient leur amener les meilleurs clients, les plus riches, ceux qui allaient être les plus dépensiers et que toi finalement tu avais une valeur un petit peu plus différente. Alors, c'est à la fois une proposition de valeur et c'est probablement aussi quelque chose qui me structure. C'est que je pars du principe que quand je me lance dans quelque chose, je ne suis pas un sprinter. Moi, je suis un coureur de fond. Ça n'est qu'une image, hein, parce que je n'ai pas du tout un physique de coureur en quoi que ce soit. Mais je ne fais pas les choses pour les faire sur une semaine. Ça s'inscrit toujours dans le long terme. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que je ne peux pas me permettre de raconter des cracks à qui que ce soit, quel que soit le sujet, sous prétexte que j'ai envie que mon bobard passe. Et donc, il est vrai que quand on a lancé La Fourchette, nous, on avait des concurrents qui allaient voir des restaurateurs et qui leur disaient « Je vais vous faire venir des Américains, je vais vous faire venir des Russes », à l'époque où les Russes pouvaient voyager, des gens qui ont beaucoup de sous, et tout le monde va être très heureux et vous allez gagner beaucoup d'argent. Et donc, moi, quand j'allais voir le même restaurateur après, je lui disais moi, je ne crois pas pouvoir faire ça. Je ne crois pas pouvoir faire ça. Parce que je savais très bien que la restauration, c'est d'abord un enjeu local. Et donc, le premier principe d'un restaurant, c'est d'essayer de faire venir les clients qui vivent dans son quartier, qui vivent dans sa rue. Et donc, je disais toujours aux restaurateurs, moi, je ne sais pas si des Américains viendront, peut-être. Mais ma première mission, c'est d'essayer de faire venir des gens qui habitent dans votre rue, dans votre quartier, de les faire venir chez vous, dans votre restaurant. Et si tu m'autorises à terminer, je pense que une de mes plus grandes fiertés chez La Fourchette, bien évidemment, c'est le résultat, c'est ce qu'on a fait, mais c'est d'avoir donné la possibilité à des restaurateurs qui n'avaient pas des emplacements de premier ordre, parce qu'on dit toujours dans les commerces, ce qui fait la différence, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et donc, on a donné la possibilité à des restaurateurs de talent qui n'avaient pas des emplacements de premier ordre de pouvoir exister et de pouvoir grandir sur La Fourchette et de se faire connaître. Voilà. Très intéressant. Je pense que justement, c'est avec cette vision-là qu'après, à partir de, je pense, de 2009, les choses commencent à décoller un peu mieux. Là, vous êtes 3 fondateurs, je pense, avec une petite équipe à ce moment-là. Là, vous devez passer quand même une grosse entreprise quasiment. C'est quoi le changement aussi qui est difficile dans ce genre de transition quand il faut commencer à recruter? Bon, on sait que c'est un sujet qui est intemporel aujourd'hui. Alors déjà, je vais juste revenir sur 2009, quand les réservations vont commencer à décoller. Donc, il y avait OpenTable aux États-Unis, qui était vraiment un pur player, un pur logiciel. Et il y avait une boîte de marketing en Angleterre qui s'appelait TopTable. TopTable, eux, c'était exactement l'inverse. Ils n'avaient pas de technologie, mais ils avaient une base de données de restaurants et d'adhérents à leur newsletter. Et ils appelaient les restaurateurs en leur disant, écoute, qu'est-ce que tu fais comme promotion cette semaine? Voilà, tu fais tant, tant, tant. Donc, ils récupéraient des promotions auprès des restaurants à Londres et un peu partout en Angleterre. Et ils shootaient leur newsletter à leurs abonnés qui réservaient après ça en ligne dans les restaurants partenaires. Et donc, nous, on a commencé à décoller en réservation quand on a mis en place les promotions, les fameuses promotions. Mais une fois de plus, je pense qu'on reviendra là-dessus après. Après, qu'est-ce qui fait que tu passes d'une petite société à une plus grosse et comment est-ce que tu fais pour garder ton ADN? D'abord, ça dépend des caractères que tu rencontres. Il n'y a pas de science aussi inexacte que le recrutement. Donc, et puis, il y a des gens qui sont très bons à un instant T, qui seront peut-être très bons après ou qui seront plus bons après. Donc, et tout le monde évolue, que ce soit nos collaborateurs ou que ce soit même nous, les fondateurs. Et donc, il y a ceux qui acceptent que la distance grandisse entre les fondateurs et eux, parce qu'il y a des échelons qu'on met entre. Il y a certains pour lesquels c'est plus difficile. Bon, et puis à la fin, je veux dire, tu trouves toujours... normalement, tu recrutes les bons profils, tu fais passer des tests, tu deviens très exigeant. Il faut toujours être extrêmement exigeant sur les profils que tu recrutes. Je crois qu'on avait l'habitude de citer cette phrase de Mark Zuckerberg qui était Hire slow, fire fast. Et donc, il faut être exigeant sur le recrutement et toujours viser plus haut. Je vais te donner un exemple tout bête. J'en sais rien. Si tu dis, bon, bah, là, je fais 10 millions d'euros, je veux la monter à 30 millions d'euros, peut-être que tu auras besoin de t'appuyer sur des gens qui ont déjà
travaillé dans des sociétés qui faisaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas 30, 50. D'accord? Parce que quelqu'un qui a fait 50, tu peux te dire potentiellement, il va pouvoir m'emmener à 30 parce qu'il sait ce que c'est. Alors que si tu restes qu'avec des mecs qui ont fait 2 millions pour monter à 30, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une aventure pour tout le monde. Voilà. Et justement, par rapport à, je pense qu'il y a aussi une culture d'entreprise, je pense que tu as vraiment mis en avant chez La Fourchette. Je crois qu'à ton départ, il y avait à peu près 170 collaborateurs hein, chez La Fourchette, avec une moyenne d'âge en plus plutôt jeune, à 29 ans. Euh, Comment est-ce que justement tu recrutais ces profils? Est-ce que tu te basais justement beaucoup sur tout ce qui est CV, sur les écoles qu'ils ont fait, ou est-ce que tu leur donnais peut-être des cas pratiques à résoudre? Quel était ton système? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu entreprends, au départ, c'est toi qui fais tout. Donc, tu es omniscient et donc tu dois être bon sur tous les sujets. Le meilleur conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est qu'il faut toujours embaucher des gens, après ça, qui sont plus compétents que soi, quel que soit le sujet. Et puis après ça, tu demandes à ces gens de faire le job. Toi, tu contrôles derrière. Tu peux dire, bah voilà, on va faire des exercices, montre-moi les exercices que tu veux faire, et tu fais passer des tests. Après ça, tu valides 100% des recrutements si c'est ton process, si chaque recrutement doit passer devant un fondateur ou les trois, enfin ça dépend après ça du degré probablement de diplôme. Et puis sachant que tu ne recrutes pas nécessairement de la même manière des devs, des techs, que des commerciaux en plus. Donc normalement, tu fais quand même passer pas mal de tests. Tu demandes à des gens qui sont meilleurs que toi, notamment tes RH, après ça de mettre des process en place. Tu vérifies. Et puis tu essayes de... Je pense que sur la culture d'entreprise, on n'était pas mauvais, mais on n'était pas non plus ouf. On n'était pas mauvais parce qu'on était jeunes, parce qu'on était là aussi, les trois fondateurs étaient là, et je pense que ça insuffle une énergie importante et conséquente dans l'ADN de l'entreprise. Je ne sais pas si aujourd'hui La Fourchette, et je le dis entre guillemets parce que ça a été vendu en 2014 et que je n'y ai pas remis les pieds depuis 2014, je ne sais pas si l'ADN de La Fourchette est toujours le même. Il a évidemment changé. Est-ce que la culture d'entreprise est mieux ou moins bien? Je pense qu'elle est, elle est peut-être meilleure maintenant, si ça se trouve. Tu vois, j'en sais rien. Le fait est que je pense que d'être avec les fondateurs, ça incite une partie des collaborateurs. En tous les cas, ça te permet de lever des tempéraments et d'embaucher des tempéraments qui sont peut-être plus aventuriers. Justement, tu embauches aussi, je pense, ces personnes à ce moment-là parce que l'entreprise prend de l'ampleur en tout cas. Tout à l'heure, tu parlais justement des réductions. Je pense qu'il y a un système qui s'appelle le yield management, si j'ai Oui. bien compris. Et justement, c'est un peu des promotions voilà, qui varient selon l'heure, mais je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Concrètement, comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui a vraiment fait la différence qui fait que les restaurateurs étaient beaucoup plus aptes à vous rejoindre? Donc, alors, il y a eu plusieurs points. Un des points principaux, c'est qu'à un moment, on s'est réunis à trois, là, Denis, Bertrand et moi, et on s'est posé la question suivante. Pourtant, on était trois, hein, on connaissait quand même un peu les restaurants, et on s'est dit, est-ce qu'on connaît 10 restaurants? Et là, on est en 2008-2009 peut-être. Est-ce qu'on connaît 10 restaurants qui sont pleins 24 heures à l'avance? Eh bien, on n'a peut-être pas trouvé 10. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais finalement, on va changer de paradigme. On va référencer les restaurants parce que nous, notre schéma d'intégration, c'était que le restaurateur, il devait prendre notre logiciel, on devait le former sur notre logiciel, il devait être autonome et puis après ça, il était publié sur le portail La Fourchette et il recevait des réservations en ligne et ainsi de suite. Et là, on s'est dit, on va faire différemment. On va récupérer les informations qui nous intéressent sur les restaurants, on va le publier sur le portail La Fourchette et quand une réservation va tomber, le restaurateur va confirmer qu'il a bien reçu la réservation. D'accord? Donc, nous, on disait toujours, à l'internaute, votre réservation est acceptée. D'accord? Parce qu'on partait du principe qu'on avait un stock de couverts qui était disponible. Et puis après ça, on avait, je l'ai aussi fait, on appelait les restaurateurs pour leur transmettre la réservation qui tombait soit très près d'un service, soit qui n'avait pas encore été accepté. Donc, on appelait le restaurateur pour transmettre toutes les réservations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a rendu effectivement les services dynamiques en mettant des promotions. Alors, comment est-ce que ça marchait une promotion? On va prendre... La première brique, c'est de comprendre comment fonctionne un restaurant.
Donc, imagine que le restaurant a 100 places assises, ce qui est déjà un énorme restaurant. Donc, le restaurant a 100 places assises. Nous, on décide d'en mettre à peu près 40 sur Internet, donc réservables en ligne. Donc, tu as 40% qui sont réservables en ligne. Et sur ces 40%, tu vas peut-être mettre 20 couverts avec une promotion. Donc, tu n'as que 20 couverts avec cette promotion et 20 couverts sans promotion. Et on est parti de la réflexion suivante, c'était de se dire finalement, quand tu prends l'avion, ton voisin de siège, il n'a probablement pas payé le même prix que toi, son billet d'avion. Et donc, ce principe de prix dynamique, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de l'appliquer à la restauration ? Pourquoi est-ce que tout le monde paierait le même prix ? Alors que finalement, le prix il peut varier d'abord en fonction de ce que tu prends et puis en fonction du canal par lequel tu réserves ton restaurant. Et donc, c'est là où on a fait du yield un peu et on a rendu le portail dynamique parce qu'il y avait des promotions sur la fourchette. Ok. Je pense super intéressant. C'est vraiment intéressant de voir justement comment est née un peu cette idée. Parce que moi, je me posais aussi beaucoup de questions la dernière fois qu'on a échangé. Concrètement, 50% sur un restaurant, pour moi, ça me paraissait énorme. Concrètement, comment ça fonctionnait? Oui, mais tous les clients n'ont pas 50%. Ouais, c'est ça, tu vois. exactement. Alors après ça, tu as des biais. Par exemple, tu as des gens qui vont te dire « Ah oui, mais le restaurant va augmenter ses prix. » Raison de plus pour réserver par la fourchette s'il augmente ses prix. S'il augmente ses prix et que tu réserves sur la fourchette, réserve par la fourchette si tu veux bénéficier d'un bon prix. Donc, de toute façon, quel que soit l'argument, tu peux souvent trouver un contre-argument. Donc, il n'y a pas de... Il faut que ça profite à tout le monde. Et en l'occurrence, je pense que c'est un système qui continue à profiter et au B2C, donc aux clients qui réservent par Internet, et aux restaurateurs qui mettent en place des promotions. Complètement. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de la fourchette en France. La fourchette se développe un peu à l'international par la suite, en commençant par l'Espagne ou par Alors, quel pays? Dès le départ, on a créé la fourchette en France et en Espagne. Ok. Nous, on était vraiment des Mickey à l'époque. Parce que, alors, donc, quand j'avais créé JTech, j'avais embauché un garçon avec lequel je suis toujours en contact et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marcos Alves. Et Marcos, il avait 18 ans, il faisait un BTS et donc il était en apprentissage ou je ne sais plus comment est-ce qu'on disait, alternance chez JTech. Et Marcos, c'est vraiment un garçon exceptionnel. D'abord, c'est un garçon qui a eu la patience de me supporter et d'apprendre. Mais j'étais dur. Et je pense que c'est un service que je lui ai rendu. D'ailleurs, c'est un service que j'ai rendu à chacun de mes collaborateurs avec lesquels j'étais dur. D'ailleurs, André, je pourrais te retourner la question. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne te souviens que des professeurs qui ont été exigeants avec toi. Et la réalité, c'est qu'il faut être exigeant. En réalité, c'est une obligation morale vis-à-vis des collaborateurs qui te rejoignent. Et donc, Marcos, je lui faisais peut-être recommencer 10 fois un courrier parce qu'il y avait une virgule, parce qu'il y avait un point. Je me souviens, quand il appelait un restaurant, parce que, par exemple, il faisait du cold call pour vendre les beepers, je lui disais, qui est-ce que tu viens d'appeler ? Je lui disais, tu ne regardes pas l'ordinateur. Qui est-ce que tu viens d'appeler ? Et au début, il était obligé de regarder l'ordinateur. Je lui dis, tu vois, si tu regardes l'ordinateur, c'est que tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Donc moi, tu dois être capable de me ressortir le nom des 5 derniers, par exemple, restaurants que tu viens d'appeler. Parce que tu dois t'imprégner, tu dois savoir ce que tu fais, tu dois être conscient de ce que tu fais. Donc, excuse-moi, je me suis un peu perdu. Donc, avec Marcos, un jour, on distribuait toujours les beepers en France. Et puis, Marcos, il est franco-espagnol. Et puis, on se dit, tiens... alors qu'on n'avait pas le droit d'y aller parce que notre contrat de distribution de beepers, il n'incluait pas l'Espagne. D'accord ? On n'avait pas le droit de vendre des beepers en Espagne. Mais on s'est dit, tu sais, si tu n'as pas le droit, c'est pas grave, tu vas prendre le gauche. Donc, on a pris l'avion. Je me souviens très bien, j'ai pris l'avion avec Marcos. On est arrivé à Madrid. Là, on a trouvé un appartement pour l'installer. Et puis après ça, on a créé une société. On a créé une société pour distribuer les beepers. Et puis, on a commencé à distribuer des beepers en Espagne sans avoir véritablement de contrat de distribution de ces beepers-là pour le marché espagnol. Et quand on a commencé à réfléchir à la fourchette, Marcos, il a bien vu que l'émulation intellectuelle que ça nous produisait Bertrand et moi, c'était quand même assez intéressant. Il s'est dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien venir. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de lancer en même temps la fourchette en France et El Tenedor en Espagne.
Et c'était Marcos, le patron de la filiale espagnole. Et là, ça, je m'en souviens parce que je sais que c'est moi qui l'ai imposé. J'ai dit, Marcos, on va l'associer sur la holding de tête, sur la société faîtière, sur la société française, parce que l'autre, c'était une filiale à 100%. Donc, on va l'associer avec nous dans le pôle des fondateurs. Et donc, Marcos, il a grandi avec nous et il a développé El Tenedor en Espagne. Et là où c'était beaucoup plus difficile, c'est que nous, on n'avait pas vu venir la crise qui est arrivée en 2007-2008, sachant que dans le même temps, en France, nous, on était biberonnés à Free, qui disait si tu payes le prix, tu n'as rien compris. Et donc, on avait une offre en France d'Internet qui était pas chère. Et en Espagne, avoir Internet dans un restaurant, c'était 70 ou 80 euros par mois. Et donc, c'était très cher. Donc, il y avait encore moins de restaurants en Espagne qui avaient la fourchette, enfin, qui avaient une connexion Internet. Et donc, Marcos aussi, il a beaucoup ramé pour développer El Tenedor et faire une partie du succès de ce qu'a été la fourchette. Très bien. Et ensuite de l'Espagne, donc vous partez qu'aussi en Suisse, c'est ça, si je ne me Ouais, trompe pas? alors là, en Suisse, on a un jeune talentueux qui s'appelle Thomas, Thomas Landais. Et Thomas, pareil, il voulait entreprendre. Tu sens que tu as des tempéraments comme ça qui sont plus faits. Et donc Thomas, on lui a dit, écoute Thomas, c'est super, tu vas aller développer la Suisse. Donc il est parti développer la Suisse avec beaucoup de succès aussi. Et il a référencé de très belles maisons. Et je pense que ça a très bien marché quand il a lancé la Suisse. Et puis après ça, on a eu un Belge, Ouais. Quentin, qui a développé la Belgique. Quentin, il est drôle parce qu'il nous avait identifiés, il nous avait contactés bien avant. Et le problème de la Belgique, c'est un peu comme la Suisse, c'est que tu as plusieurs langues. Donc en Belgique, tu as le français, tu as le flamand, tu as même un peu d'allemand. Donc tu as plusieurs communautés. Et puis en Suisse aussi, pareil, tu as plusieurs langues. Mais la fourchette permettait de s'adapter à ces différentes langues à la fin. Parce que ça reste quand même un produit local qui s'adresse à un marché local. Quand il s'agit justement de s'internationaliser, je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu aussi d'investissement, de levée de fonds, tout ça, parce que forcément, il faut de l'argent pour développer cette Beaucoup. activité, beaucoup d'argent. Ouais. En termes de levée de fonds, justement, vous avez levé, alors tu as fait plusieurs tours de table, hein, si je me souviens bien, au total une dizaine de millions d'euros. Alors déjà, la levée de fonds, je pense que pour les personnes qui nous regardent, c'est souvent un peu présenté comme le Graal, en fait, pour un entrepreneur. Aujourd'hui, dans l'ère de l'IA, il y a des boîtes qui n'ont jamais fait 1 euro et qui lèvent des centaines de millions d'euros. Toi, justement, qui as vécu ces différentes levées de fonds, même si ça a peut-être un peu changé entre-temps, déjà, est-ce que c'est aussi excitant que ça en a l'air de l'extérieur? Et concrètement, comment ça fonctionne, en fait? Alors, j'ai un regard très critique et probablement pas très objectif. En tous les cas, c'est le mien et je vais t'en parler vraiment comme je le pense. D'abord, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Nous, notre logiciel, il vaut 50 euros par mois. D'accord? Donc, sur un an, ça te rapporte 600 euros. Sur une année. D'accord? Donc, avant que ça puisse te payer n'importe quel salaire, il faut que tu aies beaucoup de cash. Et donc, dans les critères de succès, en tous les cas, dans les KPI que n'importe quel chef d'entreprise doit regarder, même je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le cash. Voilà. Le cash, c'est notre pétrole qui vient d'Iran. Le cash, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de payer tes fournisseurs, c'est ce qui permet de payer tes collaborateurs. Et donc, c'est indispensable. Et donc, le cash, tu le trouves en allant lever, effectivement, de l'argent auprès de business angels, d'institutionnels et ainsi de suite. Et donc, nous, effectivement, on a levé. Ça va vous paraître dérisoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des montants dérisoires. Mais la fourchette, en tout et pour tout, on a levé à peu près 12 millions d'euros entre 2007 et 2012, me semble-t-il. Voilà. Alors, ça peut paraître énorme, mais effectivement, on n'a levé que 12 millions d'euros. Et donc, à chaque fois que tu récupères du cash, donc en échange de ce cash, tu donnes de l'equity, tu donnes du capital à ces actionnaires qui t'accompagnent. Tu perds aussi un peu de pouvoir parce que ça te dilue. Mais c'est un équilibre. Et c'est là où, après ça devient très intéressant parce que ça t'oblige toi-même à être meilleur. Je vais présenter les choses différemment. C'est que si jamais tu perds du pouvoir
et que le board décide de se séparer de toi, c'est qu'à un moment, tu es devenu moins bon, ou tu es moins performant, ou alors il faut tourner la page. Et donc, ça t'oblige aussi à être toujours bon ou à être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, c'est assez excitant parce que ça te challenge. Donc, nous, effectivement, on a levé une première fois 800 000. Alors, après ça, Smartbox et Hotchum ont mis un peu de compte courant qu'on a remboursé. Et oui, c'est 12 millions d'euros. Et je reprends les chiffres que tu as dit dans ton introduction. On a vendu, de mémoire, 120 millions de dollars. Pas 150, je crois que c'est 120 millions de dollars qui faisait à peu près 105 millions d'euros. Voilà. Je parlais l'autre jour aussi avec un autre investisseur et avec un autre entrepreneur aussi lors d'une table ronde. Et on mentionnait le fait de non seulement déjà sélectionner, bien choisir ses associés, mais aussi bien choisir ses investisseurs. Est-ce que toi aussi, tu aurais des conseils déjà sur ça? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, par exemple, typiquement dans l'IA, comme c'est un peu la vague de l'IA, tous les VC, tous les business angels ont envie d'investir dedans. Donc, et les start-upers shootent 1000 decks un peu sans vraiment préqualifier les investisseurs qu'ils choisissent. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle importance dans le choix des investisseurs? Alors, je pense que c'est fondamental. Il y a quand même plusieurs points à prendre indépendamment. D'abord, mais ça, c'est mon tempérament, je me méfie toujours des valorisations que l'on donne. Un, sur lesquelles on se base, et deux, sur lesquelles on publie. Parce que c'est souvent un problème d'ego. Euh, Tu remarqueras que moi, je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est la première fois que je parle de la fourchette, à peu près depuis 2014. Je veux dire, j'en ai jamais parlé. Je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas compétent, ça ne m'intéresse pas. Je suis sûr qu'il y a des choses passionnantes, mais ça n'est pas ma philosophie. Et même à l'époque où on était chez La Fourchette, je me souviens, on avait des concurrents, dont un concurrent qui était très très fort pour faire des communiqués de presse. Et donc nous, de temps en temps, notre board nous engueulait en disant « Ouais, regardez, lui, il a un tel au board, il communique à mort, vous communiquez pas. » Et nous, on se disait, mais l'énergie que cette personne-là met dans les communications, nous, c'est de l'énergie qu'on met dans l'exécution de notre plan. Tu comprends? Et ça, c'est très important. Après ça, sur le board, c'est fondamental de choisir des gens qui sont très bons et qui vont t'aider à développer ta société. Il faut savoir que quand tu es chef d'entreprise, il faut d'abord être extrêmement résilient, parce que c'est dur, et tu es souvent tout le temps le nez dans le guidon. Et de temps en temps, ça va très vite, tu n'as pas le temps de lever, puis de lever le nez, puis de temps en temps, ça va un peu moins vite, mais tu es toujours le nez dans le guidon. Et la force d'un board, c'est que c'est un moment qui doit te permettre de prendre du recul sur ta société, sur les chiffres et sur la vision et l'exécution qui va arriver. Et donc, c'est très important d'être avec des investisseurs qui te challenge, pas qui te confortent, mais qui t'aident sur des recrutements, sur des réflexions, qui vont te permettre de rencontrer des gens qui ont eu les mêmes problématiques que toi. Et ça, c'est fondamental. Si tu es avec un board qui n'est là que pour prendre des jetons ou qui n'est là que parce qu'il a investi dans ta société et qu'il a une voix, c'est pas intéressant. Après ça, je termine juste. Moi, j'ai quand même investi dans quelques sociétés. Souvent, on m'a demandé d'être au board. J'ai systématiquement refusé parce que je considère d'abord que ça nécessite un investissement intellectuel qui est conséquent. Je veux dire, c'est loin d'être de tout repos, d'être administrateur d'une société. En réalité, si on veut bien le faire, et donc si on veut rendre service à la société qui nous fait confiance et qui nous nomme administrateur, c'est un travail colossal. C'est pas que je ne suis pas capable de le faire, c'est que je pense qu'il y en a certainement d'autres qui seront plus compétents. En revanche, j'ai toujours dit aux fondateurs des sociétés dans lesquelles j'ai investi, si vous avez une problématique et si vous pensez que je peux vous aider à y répondre, vous me sollicitez, on se fait une réunion d'1 heure, 2 heures, du temps qu'il faudra. Et puis après ça, on retourne chacun ses activités. Enfin, chacun continue sa feuille de route, tu vois. Mais en définitive, c'est très important de bien choisir ses actionnaires. Et on ne les choisit pas forcément en fonction des blagues qu'ils te font. Il faut surtout les choisir en fonction de la vision qu'ils ont pour ton business et ce qu'ils la partagent avec toi.
L'un des investisseurs qui a investi justement dans La Fourchette, j'ai trouvé ça intéressant, donc avec le fonds donc Otium, donc de Pierre-Édouard Sterin. Donc lui qui a fondé Smartbox à l'époque. Hem, Est-ce qu'il y avait justement des synergies peut-être à aller chercher entre Smartbox et La Fourchette? Ou est-ce que c'est lui qui est venu aussi vous voir? Comment ça Alors, il s'est n'y a passé? aucune synergie. Alors, Pierre-Édouard, je l'aime beaucoup. Je le dis tout de suite. J'ai pas moi, j'ai pas de problème avec Pierre-Édouard. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire. Je vais vous raconter comment ça s'est fait. Pierre-Édouard a rencontré quelqu'un qui s'appelle Antoine Fraisse. Et Antoine Fraisse, il avait fait HEC, c'était un camarade de promotion de Bertrand. Et Antoine, c'est quelqu'un de très brillant, comme Bertrand. Et puis Antoine, en conseillant Pierre-Édouard, a commencé à lui parler de La Fourchette et de Bertrand et de Patrick et de cette équipe de jeunes là, qui avaient les crocs et qui allaient monter un truc dans la restauration. Et je me souviens très bien parce que on allait clôturer notre premier tour de 800 000 euros. Et là, Pierre-Édouard m'appelle et il me dit, écoute Patrick, annule tout. Je prends le tour à moi tout seul. Je vous trouve super. Je veux venir avec vous. On va faire un super truc. Et là, bien évidemment, à partir du moment où tu t'es engagé avec des gens et ils t'ont dit go, c'est difficile de revenir sur ta Bien parole. sûr. Et donc, j'ai dit à Pierre-Édouard, je suis désolé, mais là, ce ne sera pas possible. Tu ne peux pas venir à ce tour-là, je suis désolé, parce qu'on va le clôturer et ce n'est pas possible. Et c'est aussi ce que j'apprécie chez Pierre-Édouard, c'est qu'un, il ne s'est pas vexé et il ne s'est pas dégonflé. Et quelques temps après, on a dû refaire une levée de fonds. Et là, Pierre-Édouard a dit, OK, cette fois, je viens, mais je fais tout le tour. Je prends le tour pour moi tout seul. Et je sors à ce moment-là les actionnaires minoritaires qui étaient entrés au premier tour. Donc, ils sont tous sortis avec une plus-value conséquente sur un laps de temps qui était très court, parce que c'était sur 18 mois à l'époque, où là, tu es en 2008 ou 2009. Je veux dire, c'est la crise. Et pourquoi j'apprécie aussi Pierre-Édouard? C'est parce que entre le moment où il a dit j'investis sur tel valo dans ta boîte, il y a eu effectivement la crise financière. Et pas une seule fois, il est revenu en disant, écoute, c'est la crise, c'est dur pour tout le monde, ta valo, elle baisse forcément, donc si je mets la même somme, je prends 100% de ta société, tu vois. Non, il a dit, on reste sur les accords qui sont les nôtres et on continue comme ça. Donc c'est plutôt fair. Et puis pour l'avoir côtoyé après, je sais que c'est quelqu'un qui aime être challengé, il aime... non pas qu'on lui dise oui, mais il aime qu'on lui dise pourquoi pas essayer ça. Et lui aussi, il te challenge. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas ça? Nous, on a essayé des tas de trucs que Pierre-Édouard nous avait dit qui n'ont jamais marché. Mais quand tu tirais l'Excel, parce que bon, après ça, il est très fort en Excel, mais quand tu tirais l'Excel, tu pensais que tu allais faire un truc de ouf, et à la fin, ça marchait pas. Tu vois, mais c'était toujours challengeant, c'était toujours très intéressant. Par la suite d'ailleurs, si je me trompe pas, vous avez mis justement en place une présidence tournante déjà et aussi, par la suite, Otium devient, actionnaire Ouais. majoritaire de La Fourchette. Concrètement, comment ça se met tout ça en place? Comment ça arrive? Alors, je me souviens très bien comment ça s'est mis en place parce que donc on avait fait ce tour où Otium entrait chez nous et puis on s'est retrouvés tous les trois nos bureaux étaient rue du Faubourg Poissonnière de mémoire et on s'est retrouvés tous les trois à boire une bière au De la Ville Café, si ma mémoire est exacte. Et à ce moment-là, donc c'était moi le CEO et à ce moment-là, Bertrand me dit, je vous propose de mettre en place une présidence tournante. Et donc, moi, je ne suis pas attaché ni aux fonctions ni aux étiquettes. En revanche, je pense que la fonction crée l'organe. Donc, si j'avais été plus ambitieux ou meilleur, j'aurais dit non. Mais Bertrand a dit, je propose qu'on fasse une présidence tournante. J'ai dit, pourquoi pas? Il a dit, je me présente. Denis a dit, OK, tu le fais pendant 2 ans, je le serai pendant 2 ans. Et puis, finalement, tout a roulé comme ça. Et Bertrand est resté le CEO après ça jusqu'au bout. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait eu le choix de démissionner. Deux, je pense qu'il était très heureux à ce poste-là et il nous a emmenés tous. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que tous, à la sortie qu'on a réalisée, il faut savoir qu'une entreprise, c'est une rencontre entre des associés, un marché et un momentum. Et donc, nous, on était à ce moment-là la meilleure équipe
pour exécuter la fourchette et pour réaliser ce qu'on a réalisé. En parlant d'équipe, une petite question qui me passe par la tête parce que je sais que ça c'est pas une problématique, mais en tout cas un gros enjeu des entrepreneurs de manière générale, c'est est-ce que je me lance tout seul? Est-ce que je dois absolument trouver un associé? Comment je fais pour trouver un bon associé? Parce que forcément, si on part avec une équipe justement mauvaise dès le départ, c'est très compliqué une fois que le projet est lancé de pivoter facilement. Comment est-ce que tu as des conseils à donner pour trouver des bons associés ou pour les repérer? Ou est-ce que ça vient tout seul naturellement? En ce qui me concerne, moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Bertrand et Denis, et je pense que la réciproque est vraie. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de chance de se rencontrer et de me rencontrer. Et donc, on a formé un très bon trio. Je pense que c'est difficile d'entreprendre tout seul. C'est difficile d'entreprendre tout seul parce que on est toujours tout seul. C'est très compliqué d'être seul. Or, quand tu as un associé, quel que soit le rôle de l'autre, tu sais que c'est ton partenaire. Donc, normalement, tu dois pouvoir t'ouvrir toutes les problématiques, qu'elles soient d'ordre financier, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient même personnelles, si tu as un souci. Et moi, il n'y a jamais eu de frontière, par exemple, entre mon perso et ma vie pro. Et je pense que Bertrand, c'était pareil. Et donc, je pense que c'est plus simple d'entreprendre avec un associé ou des associés à partir du moment où chacun a un rôle qui est bien défini, surtout à partir du moment où les tempéraments se complètent. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé justement de levée de fonds, qui est déjà, comme j'avais dit, un premier Graal, entre guillemets, pour les entrepreneurs. Je pense que le deuxième, qui est un Graal, non seulement pour les entrepreneurs, mais également pour les investisseurs, c'est un bon exit. En 2014, Mm. vous faites racheter par donc, le géant américain TripAdvisor, donc pour 120 millions de dollars à peu près. Donc, somme quand même assez monumentale. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que le jour où tu apprends cette nouvelle, tu te dis ah, c'est bon, ma vie est complète? D'abord, il faut savoir comment ça se passe. Donc nous, on a un actionnaire majoritaire qui s'appelle Otium et on a fait entrer 2 fonds qui sont Serena et Partech. Et dès le départ, moi, j'avais exigé une chose des fonds, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident et je pense que c'est... Je n'ai pas vu de term sheet. Enfin, nous, il faut savoir que quand on a, en 2011, quand on lève 8 millions d'euros, il y a une clause qui dit que si jamais tu casses ta pipe, le fonds rachète tes parts avec une formule de calcul où même si tu n'es pas bon en maths, tu sais que bon, ce ne sera pas forcément la meilleure des formules si jamais un jour il y a une exit, tu vois. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet, c'est que tu as beaucoup de boîtes qui se créent et tu en as très peu qui sortent. Et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai exigé une seule clause me concernant, mais qui s'appliquait à tout le monde dans notre deal, c'est que j'ai dit, moi, 100% de mon temps et de mon patrimoine, il est dans la fourchette. D'accord ? Si jamais je devais casser ma pipe pendant l'exercice de la fourchette, je veux que ce soit ma veuve qui récupère mes parts, parce qu'il n'y a pas de raison que vous les récupériez, quelle que soit la valeur. Donc, je préfère les transmettre à ma veuve et je fais confiance à 100% à mon associé Bertrand pour qu'il puisse préserver et bonifier mes intérêts. Et ça, c'était une clause qui était pour moi fondamentale parce que quand tu t'investis, quand tu crées une entreprise, tu es à 200% dedans. Voilà. Et donc, une fois qu'on avait mis cette clause, après ça, il y a donc Otium qui est chez nous. Et une fois de plus, quand Serena et Partech sont arrivés, ils avaient un TRI préférentiel. Attention, il faut vérifier toutes ces clauses-là, mais ça voulait dire que, une fois de plus, je le fais de mémoire, mais si on vendait en dessous de 100 millions d'euros, eux, ils récupéraient leur quote-part sur cette valeur de 100 millions, d'accord ? Ils sont prioritaires, et toi, tu te partages les miettes, d'ailleurs, sachant que de toute façon, il nous restait des miettes, parce qu'on avait quand même été pas mal dilués, d'accord ? Et donc, un jour, Otium dit on va vendre la fourchette. Donc, on s'est mis en mouvement pour vendre la fourchette.
À ce moment-là, il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'on a décidé de vendre la fourchette. Et moi, je savais que j'étais arrivé à la fin d'un cycle chez la fourchette. Donc, en même temps, j'ai négocié mon départ de la fourchette parce que je savais que de toute façon, je ne ferais pas partie du tour d'après. Et donc, là où Otium a été très fort, parce qu'il faut quand même le reconnaître, ils sont allés chercher une banque américaine qui s'appelle Allen, de mémoire, hein. Et je me souviens très bien parce que le type venait de Londres, il avait pris le jet de son... Il y avait une tempête de neige, il avait pris le jet de son boss parce que son boss avait un deal à faire à Londres, donc ils étaient partis de New York en jet, et après ça, il était venu en Eurostar. C'est évident qu'il nous a pris pour des Mickey au départ, parce qu'il ne faisait pas des petits deals comme ça. C'est cette banque-là qui a fait le deal de la vente d'Instagram excuse-moi, de WhatsApp à Meta pour 19 milliards. Et je me souviens très bien quand le deal a été fait, quand il a été publié, parce que donc j'étais dans cette salle de réunion, et là le banquier me dit: Patrick, est-ce que c'est suffisant pour toi? Je lui dis: bon, bah, si tu arrives à faire la même chose avec la fourchette, ce sera très bien. Et donc, on s'est plutôt très bien entendu avec Allen. Il faut dire que les équipes de la fourchette, notamment Sylvie Nansana, qui était la CFO à l'époque, avait fait un travail colossal avec les équipes d'Otium et ainsi de suite. Et c'est TripAdvisor qui nous a rachetés. Mais ce n'était pas notre cible au départ. Au départ, nous, notre rêve, c'était que ce soit OpenTable qui nous rachète. Et donc, à ce moment-là, on reçoit la proposition de TripAdvisor pour 120 millions de dollars. Donc, autant te dire que quand tu reçois ça, déjà, tu es un peu... tu dis que tu es content. Et là, tu te dis, on va essayer de faire monter les enchères. Parce que c'est jamais suffisant. Donc là, tu as le banquier qui appelle le patron de OpenTable. Et à ce moment-là, OpenTable n'avait plus de CEO. Il avait été démis de ses fonctions et c'était le CFO de OpenTable qui faisait office de CEO. Et donc, on l'appelle. On lui dit: écoute, on a reçu une internship de TripAdvisor. Elle est conséquente, mais elle est en deçà de ce qu'on espérait. Mais nous, on pense que tu dois pouvoir faire mieux. Et là, le type de OpenTable dit: écoutez, moi, je vous connais bien. Je vous respecte beaucoup. Je sais qui vous êtes. Il faut dire que OpenTable, ils étaient venus en France en 2009, je crois. Et les types, on les avait déboîtés. On les avait renvoyés en steak haché aux États-Unis en leur payant le billet parce qu'on avait été intraitables. Je veux dire, ils étaient plus chers et nous, on faisait tout pour justement faire en sorte de garder le monopole, enfin de garder notre avance sur le marché français. Mais ça veut pas, c'est pas parce que tu es dur avec un concurrent qu'il n'y a pas de respect pour ce concurrent. Et donc, et là, le patron de OpenTable, qui connaissait la dureté du métier, il a dit: moi, j'achète pas tout à fait l'histoire que vous êtes en train de nous vendre sur le futur, sur le nombre de réservations, et ainsi de suite. Et donc, je peux le maximum d'offres que je pourrais vous faire, ce sera 70 millions d'euros. Donc là, on était vraiment... non, on lui dit: c'est pas possible. Et donc, on a vendu la fourchette à TripAdvisor. Et on apprenait 3 semaines après qu'en réalité, OpenTable était racheté de mémoire. Et une fois de plus, je peux me tromper, mais je crois qu'OpenTable était racheté pour 5 milliards par Priceline, qui est propriétaire de Booking, Kayak et d'autres sociétés. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le CEO de OpenTable, il avait largement autre chose à faire que de s'occuper de la fourchette quand lui-même était en train de boucler son deal. Bien sûr. Plusieurs milliards. Ok. Ouais, histoire assez folle. Histoire assez folle. Alors, et donc, tout ça pour te dire qu'au bout d'un moment, tu regardes le montant, tu dis: j'ai combien d'actions, combien est-ce que ça me rapporte? C'est sûr que ça t'excite un peu. Ça Bien t'énerve un peu. Voilà. Et justement, après cette acquisition, euh, tu pars en Belgique, hein, si je ne me trompe pas. Et je pense que aussi c'est un sujet pour beaucoup de fondateurs, bon, pour ceux qui commencent un peu moins, vu que l'exit n'est pas pour tout de suite encore. Mais quand tu manages 170 personnes, une entreprise conséquente, et du jour au lendemain, bon, bah, tu as vendu, tu as pris tes parts. Et bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie d'un CEO fondateur? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que tu es quand même un peu assommé. Et puis, tu as l'impression que tu es arrivé, tu dis: putain, j'ai quand même un peu de sous sur mon compte.
Et c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une arrivée, ça devrait être un départ. Normalement, c'est un départ pour relancer quelque chose, pour refaire quelque chose. Alors, les types intelligents, eux, ils partent en Belgique avant de vendre. Donc moi, comme j'avais rien compris, je suis parti après la vente. Mais bon, je suis parti quand même en Belgique. Pourquoi? Parce que je pense que c'était l'écart nécessaire que j'avais besoin de mettre entre La Fourchette et moi. Tu sais, c'est très difficile quand tu as construit une boîte, quand tu l'as incarnée, euh, quand tu l'as portée, et quand tu n'as pas d'autres passions, d'ailleurs, j'en ai pas plus aujourd'hui. Je veux dire, tu as des gens, ils sont passionnés de kitesurf, tu as des gens qui sont passionnés de ski, tu as des gens qui sont passionnés de randonnée, tu as des gens qui sont passionnés de plein de choses. Euh, Moi, ma seule passion, j'allais dire, c'est ma famille et mon boulot. Euh, donc, je me suis retrouvé finalement sans rien. Et il y a un autre point aussi, c'est que je me suis retrouvé à 39 ans en Belgique, euh, à fréquenter des gens qui sont très très sympas. Ça, c'est vrai. Et j'ai rencontré des amis exceptionnels. Mais la plupart des gens qui vont en Belgique, c'est des industriels qui ont vendu leur boîte et qui arrivent à 60 ans. Toi, tu arrives à 39 ans. Et là, tu te dis, il faut se réinventer. Et donc, je n'ai rien fait pendant 5 ans. Voilà. Après ça, bien sûr, j'ai investi dans des sociétés. Et c'est drôle, j'ai essayé de relancer des sociétés. Et il y a un autre point, mais ça ne concerne que moi. J'ai toujours été extrêmement respectueux des sous qui nous étaient confiés. Je veux dire, Bertrand Denis était comme moi, mais nous, on se serait crucifiés plutôt que de faire perdre de l'argent aux gens qui nous avaient confié leurs sous. Et ça, c'est vraiment un mindset c'est très très important de le comprendre. Pourquoi je t'en parle? Parce que donc j'ai bien évidemment. Pourquoi je t'en parle? Parce que il est évident que quand tu reçois un peu de sous comme j'en ai reçu, ça te ramollit un peu quand même. En tous les cas, moi, ça m'a un peu ramolli. Tu vois, je suis devenu moins dur, moins exigeant. Puis à la fin, bon, c'est pas grave. Parce que c'est mes sous. D'accord? Si c'est mes sous, je fais moins attention. Mais j'ai toujours été surpris quand j'investissais dans des sociétés de voir le salaire que se prenait le CEO avant de délivrer quoi que ce soit. Moi, je peux le dire sans problème. Je viens chez La Fourchette. Je devais gagner 3 900 euros jusqu'en 2011. Donc de 2008, en réalité de 2007 à 2009, j'ai dû gagner 2 200 euros net. De 2009 à 2011, j'ai dû gagner 3 009, une fois de plus de mémoire. Et je crois qu'après cette levée de fonds, on a calculé notre salaire en net pour le PNL. Et donc, je devais gagner 100 000 euros chargés pour l'entreprise par an. Donc, ça faisait 5 000 euros net par mois de 2012 à 2014. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand tu as de l'argent et que tu deviens investisseur, d'abord, au début, tu crois que tous les projets qu'on te propose sont exceptionnels et tu as envie d'investir partout. L'autre point, c'est que la seule, mais vraiment la seule différence, ça peut être la taille du marché, ça peut être est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un projet B2B, B2C, ainsi de suite. La seule différence, c'est l'équipe. Voilà. Comment est l'équipe? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ont le bon mindset? Est-ce qu'ils sont affûtés? Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que tu sens qu'ils vont délivrer? Est-ce que tu sens qu'ils vont tout donner pour cette boîte-là? Voilà. C'est intéressant parce que si tu dis que tu n'as pas fait grand-chose pendant 5 ans, j'avais vu passer, alors ça c'était pendant la Imagination Week, je crois, de 2023, Ouais. justement à l'ESSEC. Tu te racontais une anecdote que moi personnellement j'ai trouvée assez folle, justement quand tu étais en Belgique. Tu avais vu et lu un livre justement Ouais. de Martin Gray et tu t'étais donné pour mission en Ouais. fait de le retrouver. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors, l'histoire, c'est que c'est en 2014, quand on revend La Fourchette, il faut savoir que moi, je suis parti à l'américaine. Et un jour, j'avais mon badge, je suis allé chez La Fourchette un dimanche. J'ai récupéré mes quelques affaires qui étaient éparpillées parce qu'on n'avait pas de bureau attitré. Nous, c'était vraiment transparent, il n'y avait pas de bureau attitré. Enfin bon, j'ai récupéré les quelques affaires, j'ai laissé mon badge, je suis parti, j'ai fermé la porte et je ne l'ai plus jamais réouvert derrière moi.
Et donc, après ça, je loue une maison à l'Ailleul, enfin, donc en Aveyron, où il pleut. C'est 2014, c'est l'été où il a le plus plu. Et donc, je suis dans cette maison et je tombe sur un livre dans la bibliothèque qui est Au nom de tous les miens. Donc, il y a un film qui a été fait avec Brigitte Fossey, mais le film n'est pas très bien. Et donc, ce livre a été écrit par Martin Gray. Et donc, je lis ce livre. Et là, je me dis, waouh. Alors, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google et je me dis, mais qui est Martin Gray? Est-ce qu'il est toujours en vie? Et donc là, on est en 2014. Et en 2014, je vois qu'il habite en Belgique et qu'il est toujours en vie. Donc, je me dis, bon, bah, je vais essayer de le rencontrer. Et j'aime bien ce genre de challenge parce que ça détermine aussi un peu qui t'es. Tu vois? J'essaye. Et moi, je suis du genre tenace. Et donc, bien évidemment, à chaque fois que je pose la question, tout le monde me dit oui, oui. Et quand on te dit oui, oui, ça veut dire non. Personne ne t'aide, personne ne te dit où il est. Et tu ne peux pas appeler la mairie pour dire je voudrais voir Martin Gray, parce que d'abord, ils ne vont pas te le dire. En plus, c'est un vieux monsieur, c'est quelqu'un qui est connu mondialement. Et donc, il vit caché. Et un jour, je prends un train en seconde. C'est vrai qu'on fait toujours des rencontres très intéressantes en seconde. Et je tombe sur un entrepreneur exceptionnel, beaucoup plus âgé que moi. Et on se met à discuter. On était un carré, là, on était 4. Je dis, ben voilà, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait. Et moi, je voudrais rencontrer Martin Gray. Et cet homme me dit, Monsieur d'Alsace, laissez-moi vos coordonnées. Je connais quelqu'un d'un ami, d'un ami, d'un ami. Je m'en occupe. Le temps passe. Cette personne me rappelle et me dit, Monsieur d'Alsace, vous allez m'adresser un mail comme si vous vous adressiez à Martin Gray. Je vais le faire suivre. Je vous garantis que Monsieur Gray aura cet email. Après ça, qu'est-ce qu'il en fera? C'est plus mon problème, mais j'aurais tenu ma part du marché. Et donc moi, bien évidemment, j'avais rédigé mon mail. Et un jour, je m'en souviens très bien, je passais la tondeuse. Je m'en souviens parce que le numéro était masqué. Il y a pas souvent, enfin, il y a très peu de numéros masqués. Et donc c'était Martin Gray au téléphone et qui m'a dit j'aimerais beaucoup, j'ai eu votre lettre, alors que c'était un email. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Quand est-ce qu'on peut se voir? Et donc je suis allé le voir plusieurs fois avec mes enfants. Et j'étais très heureux, d'abord parce que j'avais réussi le challenge que je m'étais mis, et j'étais très heureux après ça pour le message et pour ce que Martin Gray représentait et pour moi et pour ma famille. Voilà. Je pense encore une anecdote franchement exceptionnelle. C'est vrai que même moi, quand la première fois que j'avais regardé ton discours pendant la Imagination Week, ça m'avait un peu Oui. époustouflé, mais super anecdote. Et donc après la Belgique, je crois que c'était ton beau-frère, hein, du jour au lendemain, il t'appelle Mmh. parce qu'il te dit qu'il y a une affaire en fait à Paris qui est à la vente. Ouais, c'est vrai. Et donc tu viens à Paris et tu rachètes donc ton bar brasserie que tu tiens aujourd'hui, qui s'appelle le Campanella. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment ça s'est passé et pourquoi aussi tu t'es remis finalement en activité? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Je viens d'une. Enfin, mon épouse est pharmacien, mais elle est aussi lozérienne. Et tu sais, à Paris, il y a ce qu'on appelle les Auvergnats de Paris. Et donc, mon beau-frère, donc le frère de mon épouse, lui, il a plusieurs brasseries à Paris. Et il savait, parce que Émilie, un jour, elle est pharmacienne de comptoir, enfin d'officine. Et un jour, elle a abandonné l'officine pour aller travailler avec son frère. Et avant qu'on ait notre troisième enfant, elle travaillait dans une affaire qui appartenait à son frère. Puis après ça, on a eu Com, donc, qui est notre troisième enfant, qui est né en 2014. Donc là, elle a dû abandonner, enfin, elle a dû arrêter de travailler dans la brasserie. Et puis elle s'est occupée des enfants. On est parti en Belgique. Et un jour, je suis effectivement à Bruxelles avec mon épouse. Mon téléphone sonne, c'était Alexandre, mon beau-frère, qui me dit écoute, Patrick, il y a une affaire à vendre, elle est dans le 7e, ça s'appelle le Campanella, il faut que tu l'achètes. Je veux dire, j'habitais pas le 7e quand j'habitais Paris, je connaissais beaucoup de restaurants, celui-là, je n'avais jamais entendu parler. Mais si mon beau-frère me dit il faut que tu l'achètes, je sais que je peux lui faire confiance. Je veux dire, j'essaye de j'ai une exigence dans mes amitiés qui fait que je pense que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si je dis quelque chose à un de mes amis, j'estime qu'il doit pouvoir me faire confiance. Et donc, mon beau-frère me dit, il faut que vous l'achetiez. Et donc, le lendemain, je suis à Paris. Je rencontre un intermédiaire qui se glisse là dans cette affaire, parce que ça marche comme ça dans les bistrots.
Et il commence à me présenter les bilans, les trucs. Et puis, et là, je lui tends la main, je lui dis, j'achète. J'achète. Il me dit, mais tu veux aller la voir? Je lui dis, non. Je lui dis, je passerai tout à l'heure si tu veux, mais moi, j'achète. C'est sûr. Je lui dis, oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que je savais, j'avais regardé les chiffres, ils étaient quand même bons. Euh, Ça, c'est très important. Et deux, je savais que c'était le petit truc en plus qui allait faire que je me réapproprie ma vie active et que je reprenne le contrôle de ma vie. Et j'étais drôlement content. Et puis après ça, donc, on l'a acheté avec mon épouse, mais on vivait encore en Belgique. Et après ça, j'ai dit à mon épouse, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à Paris pour s'en occuper? Est-ce qu'on rentre à Paris pour ne pas s'en occuper? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis elle m'a dit, on rentre à Paris et on s'en occupe. Voilà, et donc on est rentré à Paris et on s'en est occupé. Et depuis 2020, depuis le 1er janvier 2020, je travaille nuit et jour. Euh, bon, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je travaille tous les jours dans cette affaire qui s'appelle le Campanella, Paris 7, et qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec l'affaire qu'elle était quand on l'a rachetée. D'ailleurs, je le dis souvent, si je l'avais visité avant de l'acheter, jamais je ne l'aurais acheté. Jamais. Ok. Voilà. Et maintenant, je trouve qu'elle est très belle. Je trouve qu'on y mange bien. Je trouve qu'on n'y raconte pas de bobards, même s'il y a des salades. Et j'ai beaucoup de plaisir à y travailler et à animer avec mon épouse cette affaire. On y mange bien, ça je peux le confirmer. Euh, ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté très pragmatique qui est chez toi. Et ça aussi, on t'en parlait tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, ça, c'est un sujet que je voulais aborder, je trouve ça intéressant. Justement, par rapport à ça, encore une fois, toi, la place des réseaux sociaux, ce que tu préconises clairement, ce sont les livres. J'ai bien compris que tu étais un grand lecteur et je pense qu'avec toutes les citations que tu nous donnes, je pense que ça montre bien ça. Et je crois que même quand tu étais à la fourchette, enfin chez la fourchette, tu donnais un livre justement à chacun des collaborateurs qui vous rejoignaient à l'époque. Ceux qui savaient lire. Pourquoi? Et est-ce que même tu aurais peut-être des livres à recommander aux entrepreneurs aujourd'hui? Alors, j'ai pas de. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Delivering Happiness, l'entreprise du bonheur, écrit par Tony Hsieh. Euh, et j'adore parce qu'il te raconte sa vie, il te raconte qu'il a monté une première boîte, qu'il l'a revendue, qu'il avait beaucoup, beaucoup de sous, et finalement il s'est ennuyé, puis il a repris une boîte. Enfin bon. Et sur la culture d'entreprise. Et je trouve que ce livre est absolument génial et tout entrepreneur devrait le lire. Après, c'est ce que j'avais dit. Je me souviens parce que à l'époque, c'était Blanquert, le chairman de l'ESSEC. Et j'avais effectivement fait un discours où j'incite mes camarades de promotion à lire. Je n'aime pas le temps court. Je n'aime pas le temps court. Et on le voit très bien. Je veux dire, ces réseaux sociaux, c'est du temps court. Et les gens vont s'émouvoir à un instant T et passer sur autre chose après. Et on est à la fois sous l'emprise de l'émotion plutôt que de la réflexion et du temps. Je pense que le drame, alors là je vais passer pour le dinosaure, pour le vieux schnock, en réalité je pense que la grande difficulté plutôt que le drame des générations à venir, mais toi André c'est pareil, c'est notre rapport au temps. Et tu vas t'apercevoir, IA ou pas IA, que ton rapport au temps va se raccourcir. Je vais te prendre un exemple. Quand Internet, quand les emails, quand tout ça est arrivé, on n'a pas moins travaillé, on a juste été plus productif. On a plus travaillé encore dans les entreprises. Tu comprends? Et donc là, avec l'IA, avec tous les robots, je veux dire, on ne va pas moins travailler. Simplement, tu auras la capacité d'en faire plus sur un laps de temps qui est le même, mais tu auras moins de temps pour le faire. Tout ira beaucoup plus vite. Et donc, j'apprécie effectivement de prendre le temps de lire. Alors, attention, moi, je ne lis pas la Pléiade, je ne lis pas Kant ou des grands philosophes. Hein. Je veux dire, j'aime les romans, j'aime la littérature qui m'emmène quelque part, qui m'apprend quelque chose. Voilà, et j'ai téléchargé une petite application qui s'appelle Glyph, qui n'est pas très bien faite d'ailleurs, mais qui permet de suivre un peu les livres que je lis, parce que j'ai un neveu qui lit plus que moi, donc ça m'a un peu énervé. Donc je me suis dit, j'allais voir combien de livres je lis. Voilà. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin justement de ce podcast. Il y a une question que j'aimerais quand même te poser, c'est par rapport à la réussite. Je
pense que c'est un sujet, en fait, tout le monde se pose la question finalement. Qu'est-ce que c'est de réussir? Qu'est-ce que, la réussite? Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que tu as réussi ta vie? Réussir en perso, réussir en pro? J'aimerais bien avoir justement ta vision là-dessus. Personnellement, j'ai pas toujours la réponse à cette question. C'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que tu peux à la fois réussir professionnellement et louper ta vie personnelle. De la même manière que tu peux réussir ta vie personnelle et ne pas réussir professionnellement parlant. Tu peux réussir les deux ou louper les deux. Je veux dire, tout dépend de ce que tu entends par là. Moi, je veux dire, j'ai eu un certain succès professionnel qui me donne une certaine liberté. Mais je crois que la vraie ou la véritable réussite, une fois de plus, c'est la manière dont tu aides tes collaborateurs euh, ou les gens qui te sont chers à atteindre leurs objectifs et à progresser. Et donc, tu peux finalement avoir très peu sur ton compte en banque, mais avoir été j'en sais rien, un professeur ou un bénévole exceptionnel. Et c'est peut-être ça qui te nourrit. Tu comprends? Euh, Moi, je sais que je suis sensible aux gens. Voilà, et je pense que, d'ailleurs, je crois que les études le prouvent, c'est que le meilleur moyen de bien vieillir, c'est la richesse des liens sociaux que tu as tout au long de ta vie. Euh, et donc, je pense qu'à la fin, j'en suis pas là, j'espère, mais la réussite, tu la mesures aux interactions sociales que tu as probablement avec les gens de ta famille, avec tes enfants, tes petits-enfants et tes amis. Et c'est probablement plus ça la vraie richesse que la richesse financière, parce que la richesse financière, elle te donne une liberté. Il faut savoir que l'argent, c'est un outil. Est-ce que c'est une fin en soi? Non, c'est un outil qui doit te servir à progresser, à faire autre chose. Voilà, tu as des gens qui sont doués pour s'enrichir. Euh, Moi, c'est pas forcément en tout cas, c'est pas forcément mon cas. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Là, tu vois, clairement, je pense que toute l'audience qui nous regardera sont des étudiants de l'ESSEC, ou pas d'ailleurs, hein, de tous âges. Euh, Certains qui se cherchent encore, qui doutent, certains qui rêvent même de pouvoir justement entreprendre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Ou peut-être si tu as un message de fin à leur dire? D'abord, je vous admire tous, étudiants à l'ESSEC ou jeunes entrepreneurs ou jeunes tout court, parce que je pense que vous allez avoir un monde exceptionnel. Euh, alors, il va être difficile, c'est évident que ce sera difficile, mais ça l'a été pour nous, ça le sera pour vous. Il sera différent. Il faut savoir que je crois, je peux me tromper, mais on ne connaît pas à peu près 80% des services et des produits qu'on utilisera dans 30 ans. Donc, il est évident que l'IA va fortement perturber la vie quotidienne de chacun. Un exemple tout bête, mais par exemple avec les taxis autonomes, on se dit, mais finalement, il y a des tas de chauffeurs, il y a des tas de chauffeurs-livreurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, l'espace a horreur du vide, donc ces gens-là vont se réinventer, et je crois que c'est le rôle, après ça, du politique, d'aider ces gens à se réinventer. Mais il y a un nombre de possibilités infinies qui va apparaître, et vous êtes la génération qui va pouvoir le faire. Je suis admiratif de l'aisance avec laquelle vous maîtrisez toutes les nouvelles technologies, euh, vous connaissez le monde. Moi, à mon époque, à l'ESSEC, quand tu étais bien classé, ce qui était mon cas, tu pouvais partir un an aux États-Unis, et je crois que c'était la seule destination où tu pouvais partir un an, me semble-t-il, ou peut-être aussi en Europe, mais en tous les cas, hors Europe, c'était les États-Unis, c'était un an. Aujourd'hui, vous avez un choix de destination qui est colossal. Et cette ouverture sur le monde, c'est un enrichissement absolument colossal. Et donc, vous avez une chance incroyable. En revanche, il faut savoir la saisir. Voilà, Pasteur disait, la chance ne favorise que les esprits préparés, et vous êtes préparés pour la saisir. Simplement, il faudra être réactif à ce moment-là. Pour ceux qui cherchent, après ça, quelques tuyaux, essayez de fréquenter des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous enrichissent, que vous admirez. Et je crois que le point fondamental, c'est votre partenaire ou votre conjoint dans la vie. André, je ne sais pas si tu m'autorises, mais moi, je voudrais remercier mon épouse. Voilà, Émilie, tu m'as donné 3 beaux enfants, et je sais que le parcours professionnel que j'ai eu, je n'aurais pas pu l'avoir si tu n'avais pas été à mes côtés.
Et je vous le dis, j'en ai des frissons, mais vous verrez tous, ceux qui m'écoutez, si un jour on retrouve ce podcast et que vous le retrouvez, vous verrez que la différence se fait toujours sur la qualité de votre conjoint. Et donc, embrassez et mariez-vous avec des gens qui vous tirent vers le haut et qui vous stimulent. C'est une chance infinie, c'est une source inépuisable de joie, de bonheur et de réussite. Merci beaucoup, André. Merci. Bah, écoute, Patrick, merci beaucoup encore une fois, hein. Je pense que c'était un plaisir non seulement pour moi, mais pour toute l'audience qu'on va avoir de t'avoir aujourd'hui. Je mettrai bien sûr également le lien du Campanella en description de la vidéo. Comme ça, si C'est vous sympa. êtes sur Paris et que vous avez envie de passer un moment et que vous adorez bien manger, bon, bah, autour d'un bon repas, n'hésitez pas à passer et faire un petit bonjour à Patrick. Et donc, merci aussi bien sûr à tous ceux qui sont justement restés jusqu'à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer justement les prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre, hein, bien sûr, sur Instagram et sur LinkedIn. Je vous mettrai aussi tous les liens en description. Euh, Bien sûr, le feedback, très important. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si aussi vous avez peut-être un ou une autre essai que vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes. Donc voilà, c'était votre invité Patrick d'Alsace pour le premier épisode de Genius Talks ESSEC. Merci.